Bonjour à tous et bienvenue sur Investpreneur. Alors je suis Julien Maningo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui s'intitule Comment investir dans l'immobilier. Alors imaginons que vous êtes vraiment débutant et que vous partez de zéro ou que vous savez un petit peu déjà comment investir mais que vous doutez sur la meilleure stratégie à mettre en place. Eh bien, je vais vous expliquer aujourd'hui dans une courte vidéo comment est-ce qu'on commence et quelles sont les étapes à vraiment considérer pour partir de A à Z sur votre projet et surtout pour comment le faire de la bonne façon, de façon à être rentable ou extrêmement rentable. Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir mes dernières notifications, mes dernières vidéos et tout le contenu des pépites immobilières que je m'apprête à partager avec vous. Alors pour commencer cette vidéo, comme tout investisseur, on va commencer par des recherches. Alors des recherches, ça peut aller rechercher un appartement, rechercher un immeuble, rechercher une maison dans le but de le louer. Là, ça va dépendre vraiment de votre typologie de ville et de votre zone d'investissement. Souvent, quand on est débutant, on a peut-être plus tendance à prendre des projets plus faciles et donc projet plus facile, ça va être des appartements qui sont en copropriété parce qu'une maison, ça veut peut-être dire de la division pour faire plusieurs appartements. Un immeuble, ça va être aussi un peu plus compliqué parce qu'il va avoir la toiture, à regarder la façade, les fondations, les compteurs électriques, ce genre de choses qui rendent le process un peu plus long et beaucoup plus risqué, qui peuvent être faits pour un premier investissement, mais qui compliquent énormément la chose, mais rien n'est impossible. Mais alors, à vous de définir vraiment quel est le principal bien. Si vous voulez faire, par exemple, ensuite, quelle est la stratégie de location? Est-ce que vous allez faire de la colocation? Est-ce que vous allez faire de la location courte durée? Est-ce que vous allez croiser les stratégies avec, par exemple, une division et ensuite faire de la location courte durée? Où est-ce que vous allez investir? Donc, toutes ces questions doivent vraiment être bien élucidées dès le départ, de façon à savoir dans quoi vous mettez les pieds. Est-ce qu'en tant que débutant, vous voulez investir près de chez vous pour apparemment garder un contrôle sur le process et sur les travaux, sur la gestion des locataires, ou est-ce que vous êtes prêt à tout déléguer de A à Z et tout en gardant le contrôle? Moi, au début, j'investissais proche de chez moi, à Toulouse, parce que j'avais vraiment envie de voir comment ça se passait, autant pour les locataires que pour les travaux. Au final, je me rends compte que j'y vais pratiquement jamais. J'ai continué à faire mes autres investissements dans des villes qui sont beaucoup plus rentables parce que le coût d'acquisition est plus bas. Donc là aussi, c'est vraiment une stratégie à mettre en place dès le départ, à savoir comment vous voulez investir. Eh bien, il faut réfléchir à si vous allez mettre ce bien en gestion. Et est-ce que vous partez sur un projet de grande envergure avec par exemple un immeuble ou assez complexe techniquement avec des divisions, ou si vous restez sur des projets simples qui peuvent être en colocation ou en location courte durée, par exemple pour en meubler à un étudiant. Évidemment, vos choix vont impacter votre rentabilité parce que si vous le louez à l'année à un étudiant, ce ne sera pas la même chose que si vous le louez en colocation ou en location courte durée. D'ailleurs, la charge de travail pour la location courte durée est quand même aussi beaucoup plus importante qu'un projet de colocation, puisqu'il va falloir arriver à automatiser le calendrier. Si vous mettez un calendrier sur Abritel, un autre calendrier sur Airbnb, un autre calendrier sur Booking, il y a quand même beaucoup de paramétrage avec un channel manager à mettre en place, et puis votre gestion du ménage, le check-in, le check-out, trouver les bons prestataires. Ce n'est pas infaisable, mais c'est plus compliqué, par exemple, qu'un projet de colocation. Par contre, en termes de rentabilité, la rentabilité sera certainement un peu meilleure avec de la location courte durée qu'avec de la colocation. Quoique en colocation, on peut aussi avoir de très belles rentabilités, allant 400, 500, 600 euros par mois. Donc, une fois que vous avez mis en place vraiment votre stratégie, il va falloir aller sur le terrain et trouver en adéquation le bien qui correspond à votre stratégie. Évidemment, si vous voulez faire une colocation, ça sera plus de grande surface que si vous allez faire de la location de courte durée, dans lequel un studio, voire un T2 pourra convenir. Il faut bien garder en tête aussi que qui dit surface dit budget, puisqu'on achète au final des mètres carrés. Et si vous partez sur un projet de colocation dans une grande ville, sans parler de Paris, mais par exemple à Toulouse ou à Marseille, ou à n'importe quelle ville, Bordeaux, Lyon, Lille, vous allez avoir besoin d'une plus grande surface pour y loger 3, 4 colocataires pour que ce soit vraiment intéressant. Donc du coup, le budget de votre première opération ou de vos débuts sera beaucoup plus conséquent que si vous partez sur un petit studio ou un petit T2 dans lequel vous allez faire des travaux de rénovation. Parce qu'évidemment, la meilleure stratégie vraiment est aussi de considérer de remettre le bien en l'état, de le mettre au goût du jour, de façon à acheter un bien à l'état qui va être vraiment dégradé,
que vous allez pouvoir acheter au prix le plus bas et vous allez injecter les travaux. Et avec les travaux, le coût des travaux, normalement, le prix total d'acquisition sera toujours inférieur au prix du marché si vous avez bien acheté au départ. Et en plus, ça vous permet de remettre de la valeur dans ce bien, avoir potentiellement une plus-value à la revente et surtout, très important, ne pas être embêté par les divers problèmes qui ne marcheraient pas si vous ne faites pas les travaux. Parce que quand on rachète d'un ancien propriétaire qui a un bien peut-être usagé de 10-15 ans, il est très probable que les poignées ne fonctionnent plus ou que la chasse d'eau ait aussi des problèmes. Donc si vous ne voulez pas être appelé tous les 4 matins, il est aussi, à mon avis, très important de repartir sur un bien en très bon état, neuf, et donc d'y faire des travaux. Donc une fois que vous aurez trouvé votre stratégie d'investissement, une fois que vous aurez défini plus ou moins votre budget avec la banque, vous allez aller chez le notaire. Le notaire va rédiger donc un compromis, une promesse. Vous allez avoir 3 mois ensuite pour trouver les fonds. Donc là, vous allez devoir réseauter sur le terrain auprès de vos banques, auprès d'autres banques chez qui vous n'êtes pas encore client. Vous pouvez aussi faire appel à un courtier. Le courtier, quand on a un dossier assez facile, ça marche très très bien. Après, moi j'ai un peu moins de faveur pour les courtiers, puisque si vous avez un dossier assez difficile, que ce soit sans le CDI ou avec un gros patrimoine, le courtier va toujours avoir tendance à aller travailler avec des personnes qui ont un meilleur dossier que vous parce qu'il sera payé à la commission. Donc moi je travaille de moins en moins avec les courtiers et pour vous dire la vérité, à chaque fois que je suis passé par un courtier, j'ai simplement je mettais des biens avec les courtiers et je me gardais quelques banques en direct et au final j'ai toujours signé avec les banques en direct. Donc mon expérience avec les courtiers ne sera pas vraiment à recommander, mais une fois que vous allez vous battre, vous allez faire toutes les banques, une vingtaine si nécessaire pour avoir votre prêt. Vous insistez bien pour ne pas mettre d'apport, vous insistez bien pour avoir la plus longue durée, 25 ans c'est possible aujourd'hui. Au pire, vous pouvez partir sur du 20 ans et vous vérifiez les conditions de modularité de prêt de façon peut-être après la période d'amortissement. Dès que vous rentrez dans la période d'amortissement, vous pouvez éventuellement revoir la modularité du prêt et passer de 20 à 22 ans. Donc ça, c'est aussi très important. Négocier le pas d'apport, négocier la durée, les conditions de modularité et le différé, puisque vous pouvez demander, parce qu'il y a des travaux, jusqu'à 12, 24, voire 36 mois de différé. Donc là, ça vous fait des revenus qui arrivent sur votre compte bancaire directement. Sans avoir les charges à côté. Donc, ça vous fait vraiment de très belles trésoreries à mettre en place. Donc, voilà, vous avez obtenu votre financement. Il va falloir maintenant rentrer en place avec les travaux. Alors, avant l'étape de financement, vous avez fait des devis pour savoir si oui ou non vous vous portez sur cette acquisition-là. Vous avez obtenu votre financement. Immédiatement après, il faut que les travaux commencent pour perdre le minimum de temps et garder le différé le plus long possible pour avoir le cash qui restera sur votre compte bancaire le plus rapidement possible. Donc là, c'est pareil, toutes les semaines, toutes les 2-3 jours, vous appelez les artisans que vous allez sélectionner pour suivre l'évolution, pour savoir s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas de mauvaises surprises, parce qu'en rénovation, on n'est jamais à l'abri des mauvaises surprises, d'où l'intérêt vraiment de budgétiser au plus fin et mettre des provisions pour avoir le budget travaux le plus gros possible pour votre mensualité, de façon à avoir un minimum d'impact sur les éventuelles mauvaises surprises ou avoir un peu plus de confort pour mettre de la qualité pour vos locataires ou même pour débloquer l'argent pour d'autres appartements si nécessaire. Donc vraiment maximiser ce budget de travaux-là pour éliminer toutes les surprises et vous ne faites pas totalement confiance aux entrepreneurs ou aux maîtres d'œuvre ou aux courtiers en travaux que vous pouvez utiliser. Il ne faut pas vous détacher des visites sur place ou si vous êtes à distance, de l'appeler, qui vous envoie des photos et qui vous fasse un compte rendu au minimum une fois par semaine pour vraiment savoir comment ça se passe. Et comme ça, jusqu'à la livraison du chantier. La livraison du chantier, surtout, vous ne payez absolument pas la totalité des travaux tant que vous n'avez pas réceptionné dans les règles de l'art les travaux, de façon à être sûr qu'il n'y a aucune malfaçon, que tout a été bien fait par rapport à ce qui a été engagé sur le devis de départ. Une fois que du coup les travaux sont terminés, vous pouvez commencer la mise en location, voire même avant que les travaux soient totalement terminés, vous pouvez déjà mettre quelques photos de la chambre si la chambre est finie ou de la cuisine si la cuisine est finie pour avoir un vivier de locataires.
et commencer les visites une fois que, très rapidement après que l'appartement soit livré. Et là, ensuite, à vous de voir si vous voulez gérer vous-même les locataires, les faire gérer par une agence ou alors les mettre en conciergerie, par exemple, si vous faites de la colocation, de la location courte durée. Moi, j'utilise très peu les agences de location parce que je les trouve très très chères et pas du tout réactives. Imaginez si dans du meublé, on a seulement un mois de préavis. Donc si l'agence type Foncia par exemple met 2 semaines à mettre une annonce pour retrouver un locataire, ben on va vite se retrouver avec 2 semaines pour faire des visites et signer un bail et c'est très très court. C'est très très court, donc comme on ne veut pas prendre de risques, moi j'ai pas trop tendance à travailler avec les agences, je travaille plus avec des conciergeries, même pour des biens en colocation ou en location meublée à l'année parce qu'elles sont beaucoup plus réactives. On paye à la carte, donc on sait pourquoi est-ce qu'on paye et quand il ne se passe rien, eh ben on paye rien. Donc c'est vraiment une autre approche des services, c'est-à-dire que c'est toujours moi qui dois encaisser les loyers, à la différence d'une agence qui elle est mandatée pour encaisser les loyers. C'est toujours moi qui dois signer le bail, ce n'est pas une agence qui le fait, mais aujourd'hui avec Internet, on peut faire un bail digitalisé, signature en ligne pour 5 euros. Il n'y a aucun souci, c'est tout à fait professionnel. Les baux sont vraiment réglementés. Donc il n'y a plus trop de raisons pour moi d'utiliser des agences qui prennent 5, 6, 7, voire 10% sur des loyers pour du travail pas forcément justifié ou pour un manque de réactivité. Il y a vraiment d'autres solutions à considérer. Donc une fois que vous avez mis le bien en location, ben, vous pouvez profiter de la vie et encaisser les loyers. Un élément fondamental de cet aspect, sur cette stratégie de A à Z dont on n'a pas encore parlé, ça reste la fiscalité. Dès le départ, en fait, vous devez déjà savoir comment est-ce que vous allez être imposé. Est-ce que le bien, vous allez l'acheter en location nue? Est-ce que vous allez l'acheter et du coup le meubler ou le garder en location nue? Mais sachant que si vous faites de la location nue, c'est peut-être la solution la plus facile, mais par contre, ça va être celle qui va être la plus coûteuse fiscalement, puisque les impôts ne vont pas considérer le crédit comme charge, c'est-à-dire que les loyers qui vont rentrer sur votre compte bancaire vont être considérés comme des bénéfices, et du coup, vous allez être imposé sur de l'argent que qui ne va pas rester au final dans votre poche, parce que vous sortez cet argent sur les crédits, et donc vous allez devoir financer beaucoup plus que la partie sur laquelle vous recevez vraiment ces loyers-là. Donc c'est pour ça que les revenus en foncier, en location nue, sont très fortement imposés, surtout si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Parce que là, les revenus fonciers, donc du nu, vont s'ajouter à vos revenus du salariat et vous allez devoir payer 30% sur les totales des loyers que vous avez reçus et non pas des bénéfices, puisque vous devez quand même payer les impôts. Et ça, ce phénomène s'appelle le cash squeeze, ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver à court de trésorerie, à court d'argent pour payer vos impôts, puisque vous êtes imposé sur des sommes que vous n'avez pas vraiment perçues ou que vous avez encaissées, mais que vous devez ressortir pour le crédit. Donc au final, au moment où vous devez payer les impôts, ben, vous n'avez plus la trésorerie nécessaire pour payer les impôts. Donc l'allocation nue, c'est vraiment très à prendre à la légère. Alors après, il y a des stratégies avec beaucoup de travaux si vous êtes imposé au réel pour diminuer cette assiette fiscale, voire ne pas payer d'impôts pendant quelques années, mais il faut vraiment faire très bien vos calculs dès le départ. Une stratégie qui est beaucoup plus avantageuse, c'est le meublé, et le meublé notamment à travers le LMNP. Le LMNP, ça permet notamment, comme le LMNP est imposé au BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ben vous allez être comme une entreprise assujettie aux règles commerciales de comptabilité et de comptabilité. Et donc, comme une entreprise, vous pouvez déduire de tout investissement ce qu'on appelle l'amortissement. Et l'amortissement, ça va venir comme une charge supplémentaire et ça va vous permettre de ramener votre résultat comptable en négatif. Sauf qu'en termes de trésorerie, vous n'avez pas payé vraiment cette charge. Vous allez payer à travers le crédit. Et donc, vous avez un résultat comptable négatif qui veut dire que vous ne payez pas d'impôt tant que ce résultat comptable est négatif. Par contre, en termes de trésorerie, ben voilà, vous avez bien encaissé tous les loyers et le crédit a déjà été payé aussi. Donc, comptablement, là, c'est beaucoup plus intéressant de faire du LMNP et surtout fiscalement, puisque à l'inverse du foncier, vous allez payer vos impôts uniquement sur les bénéfices.
quand il y a des bénéfices et grâce à l'amortissement, ben, vous pouvez arriver à avoir un résultat comptable nul, en déficitaire. Et donc, pareil, les travaux peuvent être aussi déduits, amortis. Et pour cette activité-là de l'MNP, il est vraiment conseillé d'utiliser un comptable, voire même un CGA, un centre de gestion agréé qui vient certifier, encore une fois, le travail du comptable de façon à éviter tout contrôle fiscal. Et cette activité ben, vous détache de tout travail de comptabilité et en plus peut être déduite de vos charges. Donc c'est vraiment tout bénef. Ensuite, il faut aussi, si vous partez sur la location nue, ben, vous avez compris les risques. LMNP, ça a certains avantages, mais peut-être que vous ne voulez pas faire du meublé et que vous voulez exploiter ce bien en nu sans forcément être assujetti au régime foncier. Dans ce cas-là, il existe la SCI à l'IS. Qui permet là donc d'acheter à plusieurs, principale contrainte ou avantage, ça dépend de la situation de chacun, qui va garder la même structure fiscale et comptable que le LMNP que je viens d'expliquer, mais avec deux grandes différences. La première, c'est l'impôt sur la plus-value. Là, en termes de revente, quand vous allez arriver au moment de la revente, si un jour vous décidez de revendre, ça va être le résultat comptable qui va être pris en compte pour le calcul de votre plus-value. Alors, si vous avez acheté votre bien 100 000 euros et que 10 ans plus tard, vous le revendez 100 000 euros, le bien n'a plus une valeur comptable de 100 000 euros parce que pendant 10 ans, il a été amorti. Et donc, ça sera la différence entre ce prix de vente à 100 000 euros, même si vous le revendez au même prix, et l'imposition sera calculée entre la plus-value, entre le prix de vente à 100 000 euros et la valeur comptable qui aurait été déduite des 10 années. Alors pendant 10 années, du coup, vous ne payez pas d'imposition, mais à la fin, quand vous revendez, vous allez repayer un impôt sur la plus-value. Mais là, ce n'est pas très grave parce que vous avez profité pendant 10 ans et au moment de la revente, seulement vous n'allez pas toucher la totalité de la plus-value, vous allez toucher uniquement la plus-value moins 30% à peu près d'impôts sur les plus-values. Donc, ce n'est pas très grave au final. Ça, c'est une première contrainte de la SCI à l'IS. La deuxième contrainte de la SCI à l'IS, c'est que l'argent, en fait, il n'est pas vraiment sur votre compte bancaire et il n'est pas sur votre compte personnel. Il reste sur le compte de la société. Et là, si vous voulez le sortir, eh bien, il va y avoir un jeu de double taxation, c'est-à-dire que la taxation va déjà apparaître au niveau de la société. Et ça, en fonction du résultat, ça peut être 14 ou 28% d'impôts sur les bénéfices. Et ensuite, si vous voulez sortir l'argent pour le toucher à travers des dividendes ou à travers le versement d'un salaire, là, avec le dividende, il apparaît encore 30% de prélèvement forfaitaire unique. Donc, c'est des prélèvements qui vont venir couper la rentabilité de votre dividende quelque part. Ça va vous prendre une partie imposable. Ou si vous décidez de vous verser un salaire à travers cette SCI, c'est tout à fait possible, mais ça vous en coûtera le double. Si par exemple, vous voulez vous verser 1 000 euros de salaire net, ça vous coûtera 2 000 euros à peu près, 45%, donc peut-être un peu moins, pour payer tout ce qui est sécurité sociale, cotisation sociale. Donc voilà les grandes faces et les points principaux que je vous conseille vraiment de regarder et de réfléchir avant tout investissement immobilier, parce que si vous partez sur les mauvaises stratégies, que vous faites les mauvais choix, un investissement immobilier peut vraiment se retourner contre vous et vous coûter tous les mois à court terme et puis même à long terme. Donc il y a l'histoire du prix d'achat qui est très important, l'histoire du mode d'exploitation qui est aussi très important pour maximiser votre rentabilité. La fiscalité est aussi très importante parce qu'on a beau gagner des sous pendant l'année, si à la fin de l'année on doit tout reverser aux impôts, au final ça nous coûte énormément. Voilà les principaux critères à considérer pour tout investissement immobilier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des commentaires ou à la liker ou à la partager. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez au-dessous de la vidéo en description un lien pour me contacter si vous voulez faire une étude de votre situation et si vous voulez qu'on revoie ensemble vos objectifs de façon à vous aider à vous lancer dans cette activité-là d'investisseur immobilier, n'hésitez pas, vous avez un lien, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur une page internet et puis on se recontacte par la suite à travers un appel téléphonique qui est totalement gratuit. Dans tous les cas, moi j'étais très heureux de vous faire cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour les prochaines. Bye bye, ciao ciao.